Donc bienvenue dans cette sixième étape, l'avant-dernière vidéo où nous allons parler suivi des travaux et malheureusement parfois des aléas de chantier. Après avoir vu dans une précédente vidéo sur comment choisir son professionnel pour faire construire, aujourd'hui je voudrais te donner des conseils pratiques juste avant et pendant la phase de suivi de chantier. Nous allons donc voir aujourd'hui qu'il faut faire attention avant de signer un contrat avec un entrepreneur par exemple, qu'il faut prendre le temps de rédiger un contrat en indiquant certains éléments clés et clauses indispensables qui te permettront de te couvrir en cas de problème. Puis, une fois le contrat signé, comment organiser des réunions de chantier régulières et efficaces pour anticiper tout ce qui est aléas de chantier. Et enfin, je te parlerai de la phase ultime des travaux qui est la réception de travaux où tu devras bien contrôler l'ensemble des travaux qui ont été effectués, étudier des dizaines de petits détails, de petits éléments qui te permettront de déceler d'éventuelles malfaçons, des corrections à effectuer au besoin et du coup d'émettre ce qu'on appelle des réserves. Donc commençons tout de suite par la première partie qui est pourquoi il est vivement conseillé de signer un contrat en bonne et due forme avec l'entrepreneur de son choix. Comme je dis toujours, une bonne préparation, c'est la clé de n'importe quel combat, de n'importe quelle aventure. Donc pour maximiser la réussite de tes travaux et faciliter le suivi, il vaut mieux que tu signes un contrat assez exhaustif, assez complet, qui te permettra de servir de cahier des charges pour la réalisation des travaux de ta maison. On verra par la suite, mais généralement le contrat stipule tous les travaux qui sont chiffrés et qui sont aussi organisés par lot. Et surtout, l'utilité du contrat, c'est qu'il pourra servir de base juridique si tu devais avoir un différend, un litige avec ton entrepreneur. On n'y pense jamais assez avant de signer, car on n'espère bien évidemment pas qu'on y arrive jusque-là, mais mieux vaut anticiper tout déboire avec son entrepreneur. Et du coup, un bon contrat avec les bonnes clauses te permettront de te couvrir en cas de pépin. Et enfin, du coup, le contrat, comme je te le disais, va servir aussi de récapitulatif en englobant certains points de détail de ton projet de construction, comme les dates du chantier, les différents plans, les différentes garanties du constructeur, etc. Alors, pour qu'un contrat soit assez complet, il faut qu'il y ait au minimum ces éléments qui y figurent. Il faut qu'il y ait la date du début et de fin de chantier avec la durée estimée de tes travaux pour être sûr que si ton chantier prend plus de temps que prévu, tu puisses demander des explications à ton entrepreneur et au besoin demander des compensations financières si tu as inscrit des clauses comme la clause de retard par exemple. Il faut bien vérifier que ton cahier des charges a été correctement mentionné dans ton contrat avec la nature précise des travaux que tu souhaites effectuer, que les quantités mentionnées te paraissent justes et que les prix soient correctement indiqués. Il est par exemple préférable que tous les travaux soient détaillés et regroupés par lot, par exemple lot 1 fondation, lot 2 charpente, lot 3 assainissement, etc. Comme ça, tu pourras plus facilement contrôler chaque type de travaux et surtout payer en conséquence. Et du coup, un conseil, il vaut mieux vérifier au préalable que toute la liste des travaux ait bien été intégrée pour éviter tout malentendu futur avec l'entrepreneur avant de commencer les travaux. Par exemple, il ne faudrait pas qu'il y ait de malentendu sur la phase de début de chantier ou qu'il n'ait pas pris en compte le coût du terrassement, qu'il n'ait par exemple pas pris en compte le nettoyage en fin de chantier, la pose des luminaires, tous ces petits détails qui, cumulés, pourrait représenter pour toi un surcoût si tu penses que l'entrepreneur l'a intégré alors que non et que tu dois payer en conséquence. C'est vraiment important de passer tout le contrat au crible pour vraiment commencer le chantier sur de bonnes bases, sur des bonnes fondations. Et puisqu'on parlait de coûts et de payer en fonction des travaux, un point également important qui doit être stipulé dans le contrat, c'est ce qu'on appelle l'échéancier de paiement. Il faut qu'il soit clairement indiqué et surtout qu'il soit bien proportionné. Car comme son nom l'indique, l'échéancier de paiement, ça représente les sommes que tu vas devoir payer, verser à ton entrepreneur ou plus généralement la personne qui est en charge de ta construction en fonction de l'état d'avancement de la construction. Et si tu n'as pas de référentiel en tête, tu peux prendre l'échéancier de paiement ci-dessous qui permet d'échelonner les paiements en différents lots et qui est assez équilibré. Alors, il y a par exemple 15% au démarrage des travaux, 10% à l'achèvement des fondations, 15% à l'achèvement des murs, 20% à la mise hors d'eau, 15% à la mise d'hors d'air, 20% à l'achèvement des travaux d'équipement et enfin, un point important, on verra après, 5% à la remise des clés. Et vraiment, il vaut mieux payer, verser l'argent au fur et à mesure des travaux qui avancent et surtout, toujours payer la tranche suivante qu'une fois que la tranche précédente a bien été finalisée. Car comme je te disais, ça permet de contrôler au fur et à mesure que les travaux ont bien été effectués et te paraissent conformes et que si pour une raison X ou une raison Y, la personne abandonne le chantier, tu ne perdrais pas l'intégralité des sommes investies, mais juste le montant versé au cours du lot où l'entrepreneur ou la personne concernée ait pu quitter le chantier. Car malheureusement, j'entends souvent des histoires où des entrepreneurs demandent
30, 40, voire 50% des fonds pour démarrer le chantier, ce qui est énorme. Et il faut dire que tu prends à ce moment-là un vrai risque, puisque si tu décides de payer autant les travaux demandés, ça peut représenter plus d'une dizaine de millions de francs. Et ça se trouve, c'est comme si tu donnais toute cette somme-là à quelqu'un que tu viens juste de rencontrer la semaine précédente. Donc tu prends un énorme risque alors que tu ne connais pas la personne. Et j'ai déjà entendu parler de chantiers où la personne s'est retrouvée à payer plus de 80% de la construction alors que les murs n'avaient même pas fini d'être élevés et que la personne a fini par abandonner le chantier. Du coup, le propriétaire concerné il se retrouve à payer quasiment 2 fois le montant de sa construction et ça, tout le monde ne peut pas se le permettre et ça grève véritablement un budget. C'est vraiment super important de privilégier de la sorte car ça permet vraiment d'éviter le pire si on tombe sur un mauvais professionnel ou tout simplement quelqu'un qui n'est pas professionnel du tout et qui n'irait pas au bout du chantier. Ensuite, les autres points qui doivent être à minima indiqués sur le contrat de construction sont l'ensemble des intervenants des différentes sociétés qui vont être mandatés par l'entrepreneur et qui vont intervenir, comme le plombier, l'électricien, le charpentier ou encore des sociétés spécialisées. Je pense notamment à Fénois Insectes en local pour la partie termine. C'est bien de toujours savoir qui va être mandaté et à qui on aura affaire pendant le chantier. Comme je le disais précédemment, il faut également vérifier les clauses qui sont mises dans le contrat, comme par exemple la clause de retard. Et c'est déjà à ce moment-là qu'il faut penser aux éventuelles possibles futures compensations financières si le projet aurait du retard. Et les compensations, ça peut être par exemple une somme forfaitaire par semaine, par mois de retard, ou des fois ça peut être aussi la réalisation de travaux supplémentaires. Parce que chaque mois de retard peut avoir un impact à la fin conséquent sur le budget, notamment si tu te retrouves à payer un loyer à côté parce que tu ne peux pas habiter ta maison ou des intérêts intercalaires. Chaque petite somme à la fin fait grossir le budget et il est toujours utile d'avoir indiqué une clause pour pouvoir se protéger en cas de retard. Enfin, 2 derniers petits points, le contrat peut également spécifier les jours de la semaine où les travaux sont effectués. Tu peux par exemple te mettre d'accord avec ton entrepreneur pour que les travaux continuent le samedi s'il est d'accord, si tu n'as pas de problème dans la résidence, pour que le chantier aille plus vite. Et le contrat, c'est aussi l'occasion de se mettre d'accord sur les réunions de chantier, pour que tu puisses faire régulièrement le point sur les avancées, les problèmes rencontrés ou par exemple ceux à venir et de convenir à ce moment-là des paiements à effectuer. Et c'est justement le second point de cette vidéo sur comment bien organiser des réunions de chantier pour contrôler que tout aille bien durant sa construction. Alors pour commencer, les réunions de chantier, c'est un peu comme des rendez-vous comme un autre, à savoir que le point essentiel, c'est d'avoir des échanges réguliers avec son entrepreneur pour être tenu informé rapidement des différents aléas qu'il pourrait y avoir, des différents retards qui sont plus ou moins conséquents sur son projet de construction. Alors évidemment, tu peux planifier des réunions téléphoniques, donc des appels avec ton entrepreneur, mais il est important de planifier des réunions en physique avec ton entrepreneur pour voir et vraiment formaliser de ses yeux l'avancement du chantier. Si tu as du temps, je recommande vraiment des visites régulières de ton chantier, tous les 2 à 3 jours, mais surtout des réunions de chantier toutes les semaines à chaque étape essentielle pour s'assurer à chaque fois de la bonne exécution des travaux. Car je te garantis que personne n'est malheureusement à l'abri de voir que les plans n'aient pas été respectés parfaitement par l'entrepreneur ou son équipe, ou des fois que le mauvais carrelage a été posé, ce qui peut vraiment handicaper tout un projet. Un autre exemple, c'est également au moment où on fait l'élévation des murs qu'on va vraiment se rendre compte de la perspective des pièces et qui peut être intéressant pour toi de faire des légères modifications par rapport au plan d'origine si c'est toujours possible. Ça peut être parfois l'emplacement d'une fenêtre, d'une porte, de la hauteur d'une prise, mais c'est vraiment à ce moment-là où on va être sur la dalle, qu'on va voir les murs et qu'on va se projeter en circulation par rapport aux pièces, qu'on peut faire des petites modifications qui sont encore possibles. D'où l'intérêt de faire des réunions de chantier qui sont régulières. Alors concrètement, comment bien organiser une réunion de chantier avec son entrepreneur? Déjà dans le contrat, tu as normalement dû prévoir un jour dans la semaine, une heure en particulier. Ensuite, un petit conseil, déplace-toi toujours avec l'ensemble de la documentation, le contrat, les devis et surtout les plans qui peuvent servir de plan d'exécution pour s'assurer et contrôler que tout a été respecté. Ensuite, fais le point avec ton entrepreneur avec un ordre du jour. Quels travaux ont été effectués?
Quelles ont été par exemple les difficultés rencontrées? Est-ce qu'il y a eu un écart par rapport au cahier des charges initial? Est-ce qu'il a dû adapter par rapport au plan d'exécution, faire un changement de matériaux? Tout peut arriver. Où ça en est par rapport à la tenue du planning? Est-ce qu'il pense qu'il est en avance? Est-ce qu'il pense qu'il est en retard? Est-ce qu'il y a parfois des difficultés d'approvisionnement sur les matières premières qui fait qu'on va repousser telle ou telle étape? Moi, ça m'est déjà arrivé que bah voilà, pas de livraison de sable, pas de livraison de béton, bah on doit reprogrammer l'élévation de certains murs, déprogrammer par exemple le coulage de la dalle. Quelle est la suite du chantier? Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que toi tu as des actions à mener de ton côté? Est-ce que tu dois par exemple passer à ce moment-là les commandes de carrelage, les commandes de revêtement pour que ça arrive dans les temps, pour que déjà dans 2 mois on ne puisse pas perdre de temps sur la pause? C'est important de planifier toutes les actions à ce moment-là. Et enfin, faire un point aussi sur la facturation, quelles sont les échéances de paiement à venir. Et c'est vraiment grâce à ces réunions de chantier que à la suite, tu pourras contrôler les travaux et décider oui ou non de débloquer les fonds pour avancer dans le projet. Et comme je te disais précédemment, pour prendre un exemple précis d'un moment fondamental de la construction, c'est par exemple le coulage de la dalle. Et c'est à ce moment-là que tu peux par exemple contrôler toutes les arrivées d'eau et les arrivées électriques. Ça veut dire que de ton côté, tu devras être certain de l'emplacement de tout ce qui est salle d'eau, meubles de salle de bain, WC, de l'emplacement de la cuisine, de l'électroménager. Et du coup, c'est un moment que tu dois aussi prendre pour toi pour vérifier tous ces éléments-là, être sûr de l'emplacement définitif de tous ces éléments et de contrôler que l'entrepreneur ait bien respecté le plan pour être sûr que les arrivées soient là au bon endroit. Un autre petit point, c'est aussi à ce moment précis où tu peux commencer à effectuer ce qu'on appelle des contrôles de la qualité du béton. Par exemple avec un laboratoire comme le laboratoire des travaux publics, ça peut te rassurer que l'entrepreneur effectue le bon dosage de béton avec un bon mélange qui sera garant de la bonne solidité de ton ouvrage sur le long terme. Ensuite, un autre point par rapport aux réunions de chantier, c'est que toi ou l'entrepreneur, ça peut être intéressant que vous fassiez un compte-rendu de ces réunions de chantier. C'est pas forcément systématique, mais c'est une bonne chose, je trouve, parce que ça permet de laisser vraiment une bonne trace écrite sur les éléments essentiels du chantier. Et surtout, n'hésite pas à faire des photos régulièrement. De un, ça te permettra d'avoir des beaux souvenirs de l'évolution du chantier, de partager à tes amis, mais aussi de servir de litige le cas échéant. Essaye de prendre des vues larges du chantier pour vraiment voir la perspective du bâtiment dans son environnement, mais aussi des photos de détail comme par exemple les encadrements de fenêtres, les emplacements des prises, la planéité des murs, de la dalle. Ça peut vraiment te servir par la suite. Et pour te raconter aussi une anecdote personnelle, c'est que moi, personnellement, avec ma chérie, on a vraiment eu beaucoup de contacts avec notre entrepreneur. Quand je me suis remis dans les échanges, c'est vrai que j'ai vu qu'on avait échangé plus de 200 SMS, 50 appels, au moins une quarantaine d'emails, et on a dû faire au moins une 15 réunions de chantier en 7 mois de construction. Et malgré toute cette communication, on a eu aussi voilà, des surprises. Et tu vois, par exemple, même si on se rendait régulièrement sur le chantier, quasiment une fois par jour, une fois tous les 2 jours maximum, parfois 2 fois dans la journée, on s'est rendu compte à un moment que l'équipe de Gros Œuvres la première équipe de Gros Œuvres avait abandonné le chantier. Et c'est parce qu'on se rendait régulièrement qu'on a vraiment pu régler le souci du jour au lendemain avec l'entrepreneur et qu'il a fait venir une autre équipe. Mais imagine, si tu te rends pas sur le chantier et tu t'en rends pas compte, bah là ton chantier peut être à l'arrêt pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, éventuellement avoir des conséquences plus graves. D'où la nécessité de se rendre régulièrement sur le chantier pour contrôler l'avancement des travaux et détecter rapidement des anomalies le cas échéant. Enfin, je voudrais aborder avec toi dans la dernière partie de cette vidéo les éléments qu'il faut absolument vérifier pendant la phase de réception de chantier. Car une fois que le chantier sera terminé, un rendez-vous formel devra être organisé avec ton entrepreneur ou les artisans concernés qui ont travaillé sur leur chantier pour réaliser ce qu'on appelle la réception des travaux qui, comme son nom l'indique, marquera la fin des travaux officiels avec la remise des clés de la construction. Et dans cette phase ultime, il faut que tu sois bien attentif à tous les détails pour être sûr de rien oublier, de tout vérifier et mettre auquel cas ce qu'on appelle des réserves. Une réserve, c'est tout simplement un point qui pour toi est défaillant, est un défaut, une malfaçon, ne serait-ce que infime. Ça peut être une prise électrique qui ne fonctionne pas bien, qui doit être relevée.
et qui doivent faire l'objet de réparation, d'une remise en conformité avant qu'on déclare la construction conforme et surtout que tu procèdes à la fin de paiement des 5% de la construction. Et pour cela, tu peux regarder 4 grandes familles pour moi de travaux qui te permettront de déceler déjà beaucoup d'anomalies éventuelles. Tout d'abord, la plomberie. Vérifier est-ce qu'il n'y a pas de fuite après les premières pluies. Des fois, ce sont simplement des problèmes de rivets, d'étanchéité qui font que l'eau passe et arrive jusqu'au faux plafond. Et du coup, c'est bien de détecter rapidement pour faire les travaux, pour réparer tout ça avant que tu sois installé et que l'entrepreneur soit sur d'autres chantiers. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'arrivée d'eau chaude ou d'eau froide sur les différentes arrivées des meubles de salle de bain, de l'électroménager? Est-ce que tous les joints ont bien été réalisés? Ensuite, concernant la famille des revêtements de sol, est-ce que tous les bons revêtements ont été posés au bon endroit? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'inversion entre le carrelage, le parquet, entre différents types de carrelage, etc. Est-ce que pour toi, la qualité de la pose, elle est correcte? Il faut par exemple vérifier qu'il y a bien du joint à tous les endroits, que les carreaux n'aient pas été abîmés, qu'il n'y ait pas eu des carreaux qui sonnent creux. Ça arrive très souvent que un ouvrier pose un outil et ça marque le carreau, ou que il y a certains carreaux qui ont été mal posés et du coup, comme je te disais, ça sonne creux. Donc c'est l'occasion de vérifier avant de réceptionner les travaux. Ensuite, concernant la troisième famille, que sont les revêtements muraux, donc par exemple, est-ce qu'au niveau des peintures, ce sont les bonnes couleurs? Est-ce que les lignes de plafond ont bien été réalisées? Est-ce qu'il n'y a pas de débord sur les menuiseries? Est-ce que, même si c'est encore précoce, il n'y a pas de fissures qui apparaissent déjà sur les murs ou sur le placo du plafond? Il faut regarder tout ça attentivement. Et enfin, concernant la dernière famille qui est l'électricité, est-ce que, comme je te disais, toutes les prises marchent? Est-ce que tous les luminaires ont bien été posés et sont fonctionnels? Est-ce que l'électroménager a été testé et marche bien? Il y a vraiment beaucoup de points de contrôle à effectuer. Ça fera sans doute, comme je te disais, aussi partie de la formation d'accompagnement où on fera un listing complet de tous les éléments à vérifier. Car ensuite, après ce rendez-vous, une fois que tu auras levé toutes les réserves, tu devras signer le fameux procès-verbal de parfait achèvement grâce auquel tu valideras la bonne réception de tes travaux. Donc si tu n'es pas satisfait de tes travaux et qu'il y a encore des choses à régler, c'est vraiment le moment d'émettre des réserves, de dire ce qu'il faut corriger auprès de ton entrepreneur avant de déclencher la garantie de parfait achèvement. Cette garantie de parfait achèvement signifie que le maître d'œuvre, la personne qui a fait construire ta maison, devra assurer la réparation pendant 1 an à partir de la date de réception de travaux du chantier, de faire en sorte que tous les dommages soient réparés, toutes les malfaçons, qu'ils soient techniques, fonctionnels ou bien esthétiques. Donc pour résumer cette vidéo, on va resynthétiser en parlant des 3 erreurs qu'il ne faudrait surtout pas commettre pour moi à cette étape de suivi de travaux. La première erreur majeure serait de ne pas signer de contrat assez complet, assez exhaustif avec le professionnel que tu as choisi. Là, un bon contrat, c'est vraiment la garantie d'avoir des travaux qui seront mieux organisés, d'avoir une base juridique en cas de litige et une assurance en cas d'aléa de chantier comme du retard. La deuxième erreur, ce serait de ne pas faire de réunion de chantier et de payer les travaux sans contrôler l'avancée. Il faut vraiment toujours s'assurer de l'avancée des travaux avant de faire n'importe quel versement et de s'assurer de bien respecter l'échéancier de paiement qui a été convenu, qui avait été prévu dans le contrat. Et enfin, la troisième erreur serait pour moi de signer la réception de travaux sans faire de contrôle et sans faire de réserve, car c'est vraiment l'occasion légale qui nous permet de bien contrôler la conformité de la maison et de retarder la garantie de parfait achèvement qui te protégera ensuite pendant 1 an si tous les bons travaux n'ont pas été effectués de manière conforme. Donc pour tout ça, nous avons vu les 7 éléments importants à faire figurer sur le contrat, comme les dates, les différents lots de travaux, l'échéancier de paiement ou encore les clauses de retard qui te protégeront. On a vu aussi à quel point il était bien important d'organiser des réunions de chantier avec des conseils pratiques sur comment fixer par exemple l'ordre du jour, prendre régulièrement des photos. Et enfin, on a abordé les 4 familles d'éléments à vérifier pendant la phase de réception des travaux, comme la plomberie, l'électricité, les revêtements de murs et les revêtements de sol, pour s'assurer que tous les travaux étaient effectués de manière conforme. Demain, on verra le point final de cette longue aventure de la construction où on parlera d'aménagement de la maison. Je te parlerai de suivi de budget, du choix de la cuisine et comme toujours, j'essaierai de te donner quelques astuces pour économiser au mieux de l'argent. Donc je te donne rendez-vous demain pour la dernière étape de la construction et tu verras aussi que je te parlerai d'un programme que je souhaite bientôt lancer. Si cette vidéo t'ont plu,
Si tu souhaites en apprendre plus, si tu souhaites mieux te préparer et lancer ton projet de construction, ça risque de te plaire. À bientôt pour la prochaine vidéo. À demain, Nana.